Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information. Cannes 2015, la Côte d'Ivoire sacrée championne d'Afrique, l'effervescence dans l'ensemble du pays. Actualité africaine, Nigeria, présidentielle reportée pour raison de sécurité et toujours sur le continent africain. La force africaine contre Boko Haram se dote de plus de 8700 soldats. Ça y est, le rêve est devenu réalité. 23 ans après, la Côte d'Ivoire est sacrée championne d'Afrique. La finale de la Cannes 2015 aura tenu toutes ses promesses en suspense. La Côte d'Ivoire championne d'Afrique après la séance des tirs au but. Les éléphants tiennent leur revanche. La Côte d'Ivoire remporte sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations en battant le Ghana en finale de l'édition 2015 dimanche à Bata en Guinée équatoriale. Les temps forts de ce match de Titan. Une explosion de joie à la mesure du terrible suspense qu'ils ont dû endurer. Les supporters ivoiriens ont tremblé jusqu'au bout pour leur équipe qui était toujours à égalité 0-0 avec le Ghana à l'issue des prolongations. Il a donc fallu en passer par les tirs au but et à ce jeu cruel, les éléphants se sont imposés 9-8. Ils offrent ainsi à la Côte d'Ivoire la deuxième Coupe d'Afrique de son histoire, 23 ans après celle qu'ils avaient remportée au tir au but déjà face au Ghana. Toute la Côte d'Ivoire est dans la joie parce que le scénario de 1992 vient de se reproduire trait pour trait. Depuis 1992, on attendait cette victoire-là. On a souffert, on a pleuré. Mais aujourd'hui, Dieu s'est souvenu de nous. Bravo les éléphants! Une victoire au goût de revanche pour les Ivoiriens après deux finales perdues au tir au but en 2006 et 2012 et une victoire aux allures de consécration pour leur sélectionneur. Le Français Hervé Renard entre dans l'histoire en gagnant sa deuxième Coupe d'Afrique après celle remportée en 2012 avec la Zambie. Pas très convaincant en début de tournoi, ces éléphants ont su monter en puissance au fil des matchs. Il a fallu dire certaines vérités, mais ils ont tous fait des efforts, ils ont beaucoup travaillé durant la préparation et aujourd'hui ils sont récompensés. Parce que dans la vie on peut perdre quelquefois, mais l'important c'est de toujours rebondir, de jamais lâcher. Pour le Ghana, cette défaite au tir au but est particulièrement dure à avaler. Présents dans le dernier carré des 5 dernières éditions de la Cannes, les Black Stars vont une nouvelle fois rentrer bredouille à Accra, où les attentes des supporters fatalistes. C'est une déception pour nous. Le match était à notre portée, mais malheureusement on l'a perdu. On ne peut rien faire, c'est le jeu, c'est le ballon, c'est le foot, c'est le jeu. À défaut d'avoir gagné la Cannes 2015, le Ghana accueillera peut-être la Cannes 2017. Il est l'un des 4 pays en lice pour l'organisation de la prochaine coupe avec l'Algérie, l'Égypte et le Gabon. Un seul point de l'actualité religieuse dans cette édition d'information et en images à Abidjan, l'ONG Amour de Christ a organisé un dîner gala de reconnaissance aux partenaires de l'ONG. Ce dîner a été couplé de la célébration des 3 ans d'anniversaire de l'ONG et de remise de diplôme. Nous allons écouter ensemble les interventions de la présidente de la dite ONG, Madame Naï Christelle, suivie du coordinateur, le révérend Naï. Je veux remercier le Seigneur, bénir le Seigneur pour cet événement qui s'est tenu, c'est-à-dire ce dîner gala qui marque l'anniversaire de l'ONG Amour de Christ. Il faut dire que nous existons depuis 3 ans et nous avons mené beaucoup d'actions sociales et nous avons mené aussi beaucoup de programmes de prière et d'enseignement. Et donc là, ce programme-là, n'est-ce pas, est l'occasion de faire une pause et de remercier tous nos partenaires, tous les hommes de Dieu et toutes les personnes ressources qui ont soutenu l'ONG Amour de Christ et qui continuent de le faire. Je pense qu'il est important de soutenir les orphelins et les veuves ainsi que les personnes en difficulté. Et c'est ce que l'ONG Amour de Christ fait chaque jour. Donc au travers de cet événement, nous avons, n'est-ce pas, adressé des certificats de reconnaissance aux différents partenaires pour leur dire que nous sommes reconnaissants de ce qu'ils font et pour les encourager à toujours nous accompagner afin de faire l'œuvre du Père, afin d'accomplir l'œuvre du Seigneur. C'est ce qui est important. Nous avons organisé ce moment de reconnaissance et de distinction à notre Dieu pour sa bienveillance depuis 3 ans que nous avons commencé. Depuis 3 ans,
que nous avons commencé cet amour, cette grâce de soutenir les orphelins, les veuves, de reconnaissance à l'égard de Dieu et de reconnaissance à l'égard de toutes ces personnes qui nous ont soutenus depuis 3 ans et qui continueront de nous soutenir, en reconnaissance à ces hommes de Dieu. Reconnaissance à ses frères, à ses sœurs qui ont soutenu avec leur prière, avec leur disponibilité, avec leur argent. Il fallait marquer une pause et dire merci à Dieu. Cette pause, c'est le 3e anniversaire que nous avons organisé en ce lieu pour dire merci à Dieu pour tout ce que vous avez fait pour nous. Voilà, vous aurez le reportage complet dans nos prochaines éditions. Actualité africaine à présent, la présidentielle au Nigeria prévue samedi prochain, reportée au 28 mars. La raison principale de ce report est l'insécurité face à l'insurrection des islamistes du groupe Boko Haram. C'est la déclaration faite par la Commission électorale nationale indépendante. La présidentielle opposera le chef d'État sortant, Goodluck Jonathan, et un ancien chef de la junte militaire, Muhammadu Buhari. Présidentielle reportée au Nigeria pour raison de sécurité, le scrutin prévu samedi prochain a été reprogrammé au 28 mars face à l'insurrection des islamistes du groupe Boko Haram selon la commission électorale indépendante. La présidentielle opposera le chef de l'État sortant Goodluck Jonathan à un ancien chef de la junte militaire, Muhammadu Buhari. Et parlant toujours des sévices du groupe islamiste Boko Haram, la ville de Fotokol dans le nord du Cameroun a été attaquée, une centaine de victimes enregistrées. Selon le ministre camerounais de la Défense, au moins 81 morts parmi la population et une vingtaine parmi les soldats tchadiens et camerounais sur le terrain. Mais les islamistes ont été repoussés. Une attaque terrible et inattendue, nous dit le ministre camerounais de la communication. C'était au micro de Vox Africa. Oui, elle a été terrible pour les populations, d'autant plus que cette attaque inattendue, imprévue et terrible a surpris nos populations. Vous connaissez le mode de transport de Boko Haram, l'objectif c'est de terroriser les populations, tuer, brûler, égorger, voilà leur centre de fabrique. Alors, monsieur le ministre, qu'en est-il justement de cette réunion à Yaoundé d'experts, hein? On parle d'experts des pays de la région autour de la constitution de cette force internationale de 7500 hommes, une force voulue par l'Union africaine. On l'a vu. Je vous laisse répondre, excusez-moi. Oui, effectivement, c'est une force voulue par l'Union africaine, une force multinationale mixte voulue par l'Union africaine qui sera dotée de 7500 soldats. Alors il est question maintenant de trouver une légitimité à cette force, légitimité que confère le Conseil national de sécurité. Et pour en arriver là, les experts de l'Union africaine ont estimé qu'il fallait absolument mettre en place donc une équipe, une commission d'experts dont la responsabilité serait premièrement de concevoir l'opérationnalisation de cette force multinationale mixte, la logistique à mettre à sa disposition et les règles d'engagement de cette force. Dès lors que les juristes, experts militaires se seront donc penchés sur cette question et seront arrivés à un résultat, les résultats donc seront remis à l'Union africaine avec le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, va donc saisir le Conseil national, le Conseil de sécurité des Nations, donc le Conseil de sécurité des Nations Unies sera donc saisi et que toutes les conditions seront réunies. Mandat sera donc donné à cette force multinationale mixte pour se déployer donc sur le territoire nigérien avec les forces du gouvernement nigérian. Ensuite, des moyens financiers adéquats, des moyens financiers doivent seront donnés à la disposition de cette force et éventuellement les moyens en termes de logistique et en termes d'armement. Voilà, donc c'est d'abord une force qui avait été conçue lors de la réunion de Niamey avec les chefs d'État et des pays du bassin de l'Aktad. Ça a donc donné une évolution vers l'Union africaine et de l'Union africaine vers le Conseil de sécurité. Une fois donc que toutes ces conditions seront réunies, que cette force va donc se déployer
sur les différentes ententes stratégiques que les militaires auront soulignées, avec le concours et la participation du gouvernement et du peuple nigérien. Alors, monsieur le ministre, et ce sera ma dernière question, on l'a vu, le président tchadien Idriss Déby Itno a été très impliqué dans cette tentative de règlement du conflit. Un président qui a longtemps été présenté dans la région comme un des parrains, si ce n'est le parrain de la secte islamiste. Est-ce là, pour vous, une volonté de se racheter ou vous pensez qu'il a d'autres plans ? Je ne partage pas du tout votre lecture. Je voudrais d'abord vous rappeler que le caractère inextricable des relations économiques entre le Tchad et le Cameroun n'autorise pas au Tchad d'avoir une telle pensée. C'est probablement les pourfendeurs du président tchadien qui sont des auteurs d'une telle idée. Nous, au Cameroun, nous pensons que le Tchad a entendu l'appel du gouvernement camerounais pour la bonne et pour la raison que, d'abord, dites à vos auditeurs que le Cameroun fait différents local. Le pétrole tchadien passe par les ports du Cameroun pour aller quelque part dans le monde. Il y a donc des liens structurels, des liens économiques qui unissent le Cameroun et le Tchad et qui autorisent à penser que jamais le président tchadien n'a eu la pensée que ses détracteurs lui ont prêté. Et le tout nouveau président de l'Union africaine, Robert Mugabe, pourra en définitive se rendre en Europe dans le cadre de ses nouvelles fonctions. L'UE a levé les sanctions contre le président zimbabwéen. Le président zimbabwéen Robert Mugabe est de nouveau autorisé à voyager en Europe. L'annonce a été faite ce mardi 3 février par l'Union européenne. Cependant, cette mesure temporaire s'applique uniquement dans le cadre de sa nouvelle fonction en tant que président en exercice de l'Union africaine. Monsieur Mugabe est visé par une interdiction de voyager. Mais cette interdiction sera levée quand il se déplacera en sa qualité de président de l'Union africaine. Pour certains spécialistes, la décision de l'Union européenne relève d'une démarche diplomatique ordinaire et consiste à entretenir les bonnes relations avec l'Afrique. La décision de l'Union européenne d'autoriser à Robert Mugabe de voyager en tant que président de l'Union africaine m'apparaît comme une décision politiquement correcte en quelque sorte. Comme l'Union européenne est un partenaire important de l'Afrique et l'Afrique est un partenaire important de l'Union européenne. Effectivement, l'Union européenne ne pouvait pas se priver justement de continuer à avoir des relations institutionnelles officielles. Et le distinguo est assez subtil de la part de l'Union européenne. Ce n'est pas en tant que président du Zimbabwe, mais président de l'organisation continentale. Et donc, d'un côté, l'Union européenne sauve la face, de l'autre aussi, on sauve la face de l'Union africaine et on continue à maintenir de bonnes relations entre les deux institutions, les deux continents. Même si l'Union européenne a commencé à normaliser ses relations avec le Zimbabwe en 2013, levant la plupart des sanctions qui étaient imposées depuis 2002, elle a toutefois maintenu l'inscription du chef de l'État zimbabwéen et de son épouse Grace Mugabe sur une liste noire de personnalités interdites de visa pour l'Europe, une décision qui l'avait poussé en avril 2014 à boycotter un sommet UE-Afrique à Bruxelles, malgré une invitation européenne spéciale, car un visa avait été refusé à la première dame du Zimbabwe. Et la page économie à présent, nous parlons du Forum franco-africain pour la croissance. Plusieurs pays du continent se sont rassemblés autour du président français François Hollande. L'enjeu de cette rencontre est d'atténuer les obstacles aux échanges commerciaux. Les chefs d'État africains veulent désormais un partenariat d'égal à égal axé sur le développement et la croissance. Écoutons les présidents Alassane Ouattara, Macky Sall et Ali Bongo. Nous pensons qu'avec tout ce qui est prévu, notamment en matière de financement, en matière de garantie, les entreprises françaises pourront faire du partenariat public-privé dans d'excellentes conditions. En tout cas, nous sommes très ouverts à cela, M. le ministre, et nous vous remercions de cette opportunité. Nous avons insisté sur l'élément qui est très important pour le développement de nos pays, qui est celui de la transformation. Nous sommes des exportateurs de produits bruts et nous avons un élément important avec la transformation, non seulement de pouvoir ajouter de la valeur à nos produits, mais aussi créateur d'emplois. L'Afrique a l'opportunité, je l'ai dit, c'est un continent de 30 millions de kilomètres carrés.
c'est 1 milliard d'habitants aujourd'hui. Donc ce sont là vraiment un vaste potentiel que nous pouvons mettre en commun. Il y a aussi la nécessité d'adapter les outils de la coopération, de rénover les marchés des capitaux et de réduire cette mauvaise perception du risque en Afrique qui en réalité ne correspond pas à la réalité. Et ce samedi, le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Bénin se sont mis d'accord pour mobiliser près de 9000 hommes pour lutter plus efficacement contre Boko Haram. Les forces seront mises à disposition dès que possible. Le Cameroun aux côtés de ses soldats qui combattent Boko Haram. Dans le cortège, à Yaoundé et à Douala, 1 millier de personnes et des pancartes avec le mot paix ou je m'appelle Photocol, la ville frontalière du Nigeria, théâtre d'une contre-attaque sanglante du groupe islamiste. Toute la région de Yaoundé, tous les Camerounais, dit cet homme, nous disons non à Boko Haram. Nous sommes pour la paix et l'unité nationale. Nous disons non à Boko Haram. Cameroun, Tchad, Niger, Nigeria et Bénin se sont mis d'accord samedi pour mobiliser près de 9000 hommes pour lutter contre le groupe islamiste. Les délibérations ont montré l'urgence de devoir déployer une force multinationale, explique ce représentant de l'Union africaine. Il est nécessaire de s'attaquer au fléau Boko Haram. Les forces seront mises à disposition dès que possible. Certaines d'entre elles sont déjà sur le terrain, dit-il. Boko Haram contrôle plusieurs régions du Nigeria à partir desquelles le groupe mène des attaques sanglantes dans les pays limitrophes. Et le Nigeria vient d'ouvrir la plus grande usine de transformation de tomates du continent. Le maître d'œuvre de ce grand ouvrage est la firme Dangote. Cette usine pourra transformer jusqu'à 1200 tonnes de tomates par jour, une véritable bouffée d'oxygène pour les agriculteurs locaux. Cette usine pourra leur permettre d'écouler plus facilement leurs produits. Un nouveau soleil se lève pour les producteurs de tomates de la région de Kano au Nigeria. La société Dangote Tomato Processing Factory annonce l'ouverture de la plus grande usine de transformation de tomates d'Afrique dans cet état. Cette usine sera dotée d'une capacité de transformation de 1200 tonnes par jour. Aliko Dangote a pris depuis longtemps la mesure de l'importance de créer en Afrique des entreprises de transformation de nos produits locaux et de nos matières premières. La deuxième chose, qu'il est installé à Kano. On sait que le nord du Nigeria souffre effectivement de l'absence des industries et des entreprises, mais que c'est un nord qui est agricole. Donc c'est une très très bonne chose qu'il ait choisi de construire cette entreprise à Kano. Avec une fortune de plus de 15 milliards d'euros, Aliko Dangote, propriétaire de la nouvelle usine, est l'homme le plus riche d'Afrique. Il a débuté dans le ciment avant d'investir massivement dans l'agroalimentaire, dans l'immobilier et dans le secteur bancaire. C'est le modèle type même du self-made man africain qui a compris les enjeux du développement et de l'indépendance économique de l'Afrique. De ce point de vue-là, ce qu'il fait là au Nigeria, il l'a déjà entamé par exemple dans d'autres pays africains, dans le domaine du sucre, comme en Côte d'Ivoire ou dans un certain nombre d'autres pays africains. Et je pense effectivement que plus il y aura des Aliko Dangote dans chacun des pays africains, mieux l'Afrique se portera au point de vue économique. Cette usine constituera un débouché pour les producteurs de tomates de la région. Le Nigeria produit plus de 1,5 million de tonnes de tomates par an. Près de 900 000 tonnes finissent dans les décharges à cause de la faible capacité de transformation du pays. Le pays importe parallèlement plus de 3 000 tonnes de double concentré de tomates en provenance d'Asie. Et un mot de médecine, le Burkina Faso fait d'énormes progrès dans la recherche de médicaments contre la drépanocytose. L'Institut en sciences de la santé vient de mettre au point son tout premier médicament contre cette maladie, et c'est le FACA. Ce médicament a été fabriqué à partir de plantes locales, et cette découverte est le fruit de plusieurs années de travail du professeur Pierre Guissou et de son équipe. Le FACA, la nouvelle découverte des chercheurs burkinabés contre la drépanocytose. Ce médicament est une association de deux plantes locales que sont le Fagara et le Calotropis.
C'est à l'Institut de recherche en sciences de la santé que ce produit contre la drépanocytose, une première dans le monde, a été développé. Un produit de la médecine traditionnelle modernisé et qualifié de miracle par le professeur Pierre Guissou qui a dirigé l'équipe de chercheurs. La drépanocytose, les globules rouges ne sont plus normaux. Ça prend la forme d'un arc et ne peut plus transporter l'oxygène dont l'individu a besoin. Si quelqu'un n'a pas d'oxygène, il va mourir parce que ses tissus vont souffrir. Alors le FACA empêche que le globule rouge là prenne la forme de ce qu'on appelle fossile là. Ça c'est un. Deuxièmement, tout ce qui est manifestation de l'inflammation, c'est-à-dire les gonflements des pieds, etc., il amène ça, il empêche cela. Déjà disponible sur le marché burkinabé, son efficacité est démontrée dans ce laboratoire de chimie. Le FACA est capable, selon ses chercheurs, de prendre en charge toutes les manifestations cliniques de la drépanocytose. L'organisme humain, donc on est dans un bain de 37 degrés pour prendre la température du corps et pour imiter le péristaltique au niveau de l'estomac, il y a cette machine qui imite ça. On met les gélules dans un bain d'acide chlorhydrique qui sera normal et on chronomètre le temps de désagrégation de la première gélule et celle de la 6e gélule. On fait une moyenne et cette moyenne-là ne doit pas dépasser les 15 minutes parce qu'il ne faut pas qu'on avale la gélule et qu'on la trouve dans les déchets. Donc, et ça, elle doit respecter certaines normes de la pharmacopée. Les recettes du FACA enregistrées en 2014 s'élèvent à 22 millions de francs CFA. Pour l'heure, l'Institut de recherche en sciences de la santé poursuit ses recherches sur l'hypertension artérielle, le diabète ou encore le paludisme, des maladies dites prioritaires au Burkina Faso. Et toujours dans le domaine médical, au Libéria, des essais pour la fabrication d'un médicament, le brincidofovir contre le virus Ebola, a été interrompu. Cette interruption a été annoncée par la fondation médicale britannique Wellcome Trust qui finançait cette recherche après le constat du retrait de la maladie dans le pays. Et par ailleurs, les premiers vaccins contre Ebola déjà jugés prometteurs seront bientôt mis en vente sur le marché. Des progrès notables également dans la lutte contre Boko Haram. Un antiviral japonais a prouvé son efficacité à Conakry, la capitale de la Guinée. Les essais ont été étendus à d'autres centres dans le pays. L'essai se poursuit. Nous avons présenté ces résultats au président Condé hier. Et en accord entre le partenariat français et les autorités guinéennes, ce médicament devrait être disponible dans les semaines qui viennent sur l'ensemble des centres de traitement Ebola. Et il fait encore l'objet, bien sûr, d'une surveillance très particulière. Ce médicament ne sera pas disponible en pharmacie. Ce médicament sera disponible uniquement dans les centres de traitement Ebola. Ce médicament doit être accompagné par une médicalisation. Il y a des règles de prescription qui doivent être respectées. Et l'étude se poursuit sur cette cohorte opérationnelle parce que nous avons besoin d'acquérir de nouvelles informations encore pour savoir exactement ce qui se passe. Ce n'est clairement pas un magic bullet. C'est une première étape. Je rappelle que par exemple ce qui s'est passé dans l'histoire du VIH, on a démarré d'abord par un premier médicament, puis ensuite on a appelé ça des bithérapies, puis ensuite des trithérapies qui étaient la combinaison. Eh bien peut-être avec Ebola on est dans la même vision. Voilà, c'est donc une première étape. Elle était nécessaire, elle n'est absolument pas suffisante. Voilà, Madame, Monsieur, bien-aimés du Seigneur, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Ce journal vous a été présenté par l'ensemble de la rédaction. Une fois encore, félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire, sacrée championne d'Afrique 2015. Bonne suite de programme.